Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles, épisode numéro 22. Je suis Benjamin et je co-anime cet épisode avec Denis. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ? Salut à toi Benjamin, ça va super bien. Et toi, comment vas-tu ? Plutôt bien, effectivement ça fait plaisir de reprendre sur un nouveau podcast et qui dit été, dit podcast un peu plus discussion. L'année dernière on avait parlé de l'Inter, un petit peu la genèse, d'où ça vient, où est-ce qu'on va. Et cette année, on va faire pareil et on va parler un petit peu de comment on peut coder de façon homogène dans un projet front-end. Alors, pas seulement comment, mais aussi pourquoi, les avantages, les inconvénients. Voilà, comment mieux bosser. Est-ce que déjà, Denis, ça t'évoque un petit peu, ça te dit des choses, l'homogénéité côté front-end ? Est-ce que tu as des choses à me dire là-dessus ? C'est pas forcément quelque chose qui est facile, déjà, de prime abord. Et c'est principalement dû à l'écosystème front et JavaScript, mine de rien, qui bouge beaucoup. Et donc, avoir ces points de repère, avoir des pratiques communes, etc., c'est super dur, parce qu'on arrive tous avec nos expériences et tout ça. Mais donc, en vrai, pour moi, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Creuser là où on peut creuser, essayer d'en tirer des bénéfices. Et aussi savoir peut-être à quelques moments... Quand est-ce qu'on doit s'arrêter en fait, et quand est-ce que on mène un combat qui n'a soit peu d'intérêt, soit peu de bénéfices. Et je pense qu'on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Carrément, et pour nous aider, on va essayer de définir déjà ce que c'est que le mot homogène. Alors pour ça, je vais m'appuyer du dictionnaire français Larousse, où il y a deux définitions. La première, donc homogène, adjectif, dont la composition et la structure sont les mêmes en tout point, par exemple un alliage homogène. Et la deuxième définition, c'est dont les éléments présentent une grande harmonie entre eux, par exemple une équipe homogène. Et du coup, c'est vrai que la question que j'ai posée est un petit peu biaisée. Il y a plusieurs façons de définir ce que c'est que comment coder de façon homogène dans un projet front-end. On va avoir l'équipe, on va avoir la façon de coder en tant que telle, le niveau des personnes. Et c'est vrai que vouloir coder de façon homogène, on va avoir peut-être plusieurs avantages, mais aussi plusieurs inconvénients. Denis, je vais te poser une question. Imaginons, demain, tu arrives sur un nouveau projet. Toi, tu es développeur expérimenté senior, donc du coup, tu en as vu plusieurs des projets avant celui-ci. En combien de temps tu penses pouvoir être opérationnel ? Alors quand je dis opérationnel, c'est prêt à coder par toi-même des features, on va dire, simples à moyennement simples. En vrai, je vais répondre facilement en disant ça dépend. Non, plus sérieusement... En vrai, la plupart des outils, parce que je disais auparavant que c'était compliqué parce qu'il y avait aussi beaucoup d'expériences diverses, beaucoup de technologies, beaucoup de changements, mais il y a aussi des bases communes qui sont à travers tous les projets. Parce que depuis le début, on parle de front-end, mais grosso modo, de quoi on parle ? On parle de production de HTML, de CSS et de JavaScript. Et ça, globalement, ça bouge pas trop. Ce qui va changer, c'est un peu le vernis autour, les outils autour, et peut-être aussi quelques paradigmes. Mais au global, on sait que si on travaille sur un projet JavaScript aujourd'hui, on va avoir du Node. Il y a des fortes chances qu'on ait du Node, ou après des variantes comme Bun ou Deno, comme on a parlé dans les épisodes précédents. Mais on va avoir en tout cas un runtime JS qui va nous servir à faire du bundle, à jouer nos tests, à faire un serveur de dev, etc. On va avoir pas mal de choses qui sont quand même présentes d'un projet à un autre. Et donc ensuite, en général, le plus long, et encore c'est pas très long, c'est comprendre les choix de l'équipe en fait. Qu'est-ce que l'équipe a fait comme choix ? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme linter ? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme formateur ? Quelles règles j'ai commencé à appliquer ? Voilà, comment j'ai construit mon projet, comment il est buildé, comment il est packagé, comment il est livré, comment il tourne en prod. Mais au final, sur une stack Node, en général, ça va assez vite. Là où ça peut être beaucoup plus long, pour moi en tout cas, c'est quand on commence à avoir de l'infrastructure as code qui peut être un peu velue
et que du coup, on va... Alors, ça ne sera pas uniquement du front-end des fois, mais quand on commence à avoir du Terraform ou alors des fichiers de configuration Azure ou AWS, là, ça commence à être un peu plus compliqué pour savoir, pour être opérationnel rapidement, en tout cas. Mais pour moi, déjà, le truc qui est très, très simple, c'est je récupère la code base, j'installe les dépendances, et en général, j'essaye de lancer un build et puis des tests unitaires. Bon, si ça se passe pas bien, c'est qu'il y a des choses qui vont pas au niveau du projet en général, en termes d'industrialisation et de facilité d'accès. Ouais. Alors ça veut pas dire que le projet est mal construit, hein, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire mieux. Mais si je devais répondre, c'est une réponse assez détaillée à la question, mais voilà, en combien de temps je pense être opérationnel? Et ben, en vrai, si les outils sont assez standards, on va dire du Node, du Jest et puis du Vite ou du Webpack ou des choses comme ça, là, c'est quelques minutes. Et après, si on commence à avoir des setups un peu plus complexes ou alors un peu plus originaux, là, c'est plus l'histoire de quelques heures. Mais en vrai, aujourd'hui, sur du JavaScript, je suis assez peu dérouté. Et c'est plus un projet, c'est plus le projet en lui-même qui va être déroutant que la stack en elle-même, quoi. Ok, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est intéressant, c'est l'infra et comment derrière ça build ou bien comment le code est poussé. Je reviendrai sur ça juste après. Moi, l'une des plus grosses douleurs que j'avais à chaque fois, c'était l'onboarding. En fait, l'onboarding, toi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien en temps normal. Par le passé, j'avais vraiment des douleurs de savoir comment installer les choses dans le bon ordre. Et c'était pas rare qu'au bout de 2 jours, en fait, tu n'avais toujours pas ton poste installé parce qu'il y avait ta 10e lib qui était mal expliquée, et c'est plus les mêmes versions, et ainsi de suite. En fait, il y avait beaucoup de dépendances. Je parle de ça parce que quand on parle d'homogénéité, souvent, chaque projet, chaque équipe, chaque boîte a sa propre notion de ce que tu dois avoir installé sur ta machine. Parfois, tu as assez peu de liberté dans le choix des outils. Tout est obligatoire, tout est codifié et tu ne peux pas installer autre chose. Et puis des fois, on te laisse un petit peu de marge de manœuvre. Ouais, je suis d'accord. Et donc le plus gros pain, moi, c'est vraiment l'accompagnement et la simplicité pour pouvoir installer ces outils. Donc moi, tu vois, la question que je t'ai posée, je ne pourrais même pas te répondre parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre du projet. Il y a X façons de répondre à ça. Et en fait, en fonction de toi, ton expérience sur ces outils, plus de la documentation, de l'accompagnement, il y a tellement de delta dans tout ça que tu es incapable de savoir comment demain tu peux être dispo et peut être prêt pour commencer à développer. Et là, je parle uniquement de l'installation des outils et de savoir comment tu es confortable avec ta machine. Mais derrière, tu as aussi, peu importe ton niveau, la montée en compétence de comment le projet est architecturé, comment le code, comment la façon de coder sur le projet. Est-ce que c'est très normé? Est-ce que c'est pas normé? Est-ce que ça va à tout le monde? Est-ce que ça va pas à tout le monde? Est-ce qu'il y a des litiges internes? Parce que du coup, on parle beaucoup de code dans ce podcast-là, mais il y a aussi beaucoup d'humains, beaucoup de problèmes humains qui viennent interférer finalement sur ces choses-là. Donc en fait, ça va dépendre de l'équipe, du projet, des personnes avec qui tu codes, des différentes façons de faire et également du niveau. Alors je pense que de toi à moi, on est d'accord sur les problèmes que ça amène quand il y a un problème de façon de faire. L'idée, c'est de savoir aujourd'hui comment on pourrait améliorer ça. Je pense que toi-même, tu as peut-être des pistes par rapport à tes expériences passées, même aujourd'hui, des outils, peut-être de la doc, des choses comme ça. C'est vrai que ce sujet, pour moi, il est assez important et surtout, là, dans ce qu'on veut vous présenter à travers le podcast, c'est pas une manière de faire et on veut absolument pas se placer comme les sachants sur ces sujets-là parce que, en fait, je pense que c'est un sujet de communication, mine de rien, et plutôt d'un manque de communication, un manque d'empathie aussi. On se pose beaucoup la question de comment on peut gagner du temps en fait dans notre métier et en fait avoir des processus de réalisation standardisés. Au final, c'est normal. Une partie d'entre nous ont fait un cursus ingénieur, donc tous les processus d'industrialisation, c'est quelque chose qu'on a appris aussi pendant notre scolarisation.
C'est quelque chose qui nous paraît normal. Et donc, on se pose évidemment ces questions de comment on industrialise notre processus, et le fait que ce soit normalisé, homogène, etc., c'est des éléments qui sont importants pour l'industrialisation justement de notre travail. Ça nous permet d'être plus efficace, de moins faire d'erreurs et d'être plus productif au global. Mais en vrai, qu'est-ce qui va nous aider ? C'est évidemment des outils, mais aussi des pratiques, et aussi de la communication, et aussi de la documentation. Pour les outils, je pense qu'on ne va pas vous faire découvrir des nouvelles choses en vous parlant de linter, de formateur, des IDE qui parlent à peu près la même langue. Justement, dans des épisodes précédents, on avait déjà mentionné les notions de LSP. Donc en gros, c'est les langages serveur protocol qui permettent en fait de définir un comportement, mais version serveur, ce qui fait que on peut brancher ça sur n'importe quel IDE. Et donc que vous utilisiez du VS Code, du IntelliJ, du Vim, d'autres choses plus archaïques. Alors je ne vais pas vous lister parce que je ne saurais pas dire lesquels sont compatibles avec des LSP, mais l'intérêt du coup c'est qu'on ait les mêmes outils et on ne soit plus dépendant des IDE. Et ça, c'est ce que tu disais, Benjamin, au début. Là, c'était un de tes pain points, par exemple, sur les installations de postes. C'est que tu es obligé d'utiliser un IDE en particulier. Et à côté de ça, on a aussi d'autres éléments qui vont se brancher avec le même système de LSP. Et on a tout ce qui est linter et formateur. Donc, on peut avoir du SLint, évidemment. Ça doit vous parler si vous faites du JS. On a aussi du StyleLint, qui est l'équivalent pour du CSS. Bon, il y en a plein d'autres aussi, des linters sur le CSS. C'est pas comme ESLint qui fait un peu l'unanimité niveau JS. StyleLint, c'est une solution parmi d'autres. Vous avez Beautify, je crois aussi, que vous avez dû connaître. Et voilà, donc ça, vous avez des couches de linter qui permettent de mettre en relief les problèmes et aussi d'essayer d'uniformiser les pratiques avec des règles. Et après, bien sûr, tout ce qui est formateur avec du Prettier notamment. Et justement, ça me permet de parler d'une solution que je n'ai pas encore trop testée, mais qui se veut un challenger de Prettier, ESLint et TypeScript ESLint à la fois, avec aussi des règles de ESLint, des règles custom en général qu'on récupère, comme l'organisation des imports et des choses comme ça. Et cette solution, elle s'appelle Biome.js. Vous l'avez peut-être vu passer. La première fois que j'avais regardé, il manquait quand même pas mal de règles. Aujourd'hui, ils en ont rajouté pas mal. Donc, il y a moyen que ce soit presque production ready, quoi. Donc ça peut être cool quand même, en vrai. Et si vous voulez plus d'informations sur Prettier, on vous renvoie vers le Front-End Chronicles 18. Donc là, tu parles des solutions qu'on peut mettre en place sous forme d'outils. Moi, je vais plus parler d'un point de vue humain, ce qu'on pourrait mettre en place. Une des choses les plus connues, c'est de mettre en place en fait, des lignes de conduite, des guidelines sur le projet. Alors à ça, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Les points positifs, c'est que les règles sont écrites quelque part, c'est-à-dire qu'elles sont lisibles et en théorie, elles sont acceptées par tous les développeurs du projet. En gros, pour moi, c'est une charte que tu signes. L'inconvénient, c'est qu'il suffit qu'il y ait une diva. Alors quand je dis diva dans le podcast, c'est quelqu'un qui est potentiellement bon dans son domaine, mais pour lui, il est tout seul dans ce domaine. C'est-à-dire qu'en fait, il va dicter les règles qu'il faut faire et absolument faire avec des œillères. Et c'est le genre de personne, tu peux le balancer tout seul sur un projet, tu sais que le projet va être fait, mais de sa façon. Donc si jamais c'est une diva qui va écrire les guidelines, on va forcément avoir quelque chose de très très orienté, de son point de vue, et difficilement discutable. Pour moi, c'est le contraire de ce que devraient être des guidelines. Des guidelines, c'est forcément des bonnes choses à adopter pour le projet, des façons de faire que tout le monde doit appliquer, mais que pour que celles-ci soient appliquées, il faut que les développeurs se sentent concernés par ces guidelines. C'est-à-dire que pour moi, elles doivent être challengeables, alors pas forcément du jour au lendemain ou supprimées du jour au lendemain, puisque derrière, il faut quand même qu'il y ait
déjà un consensus, mais il faut qu'il y ait une pérennité sur le projet. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain et ce serait même contre-productif. Par contre, il faut qu'il y ait un consensus sur l'acceptation de ces règles. Donc typiquement, on veut ajouter des règles, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur pourquoi on aimerait améliorer la chose et pourquoi ça serait intéressant. Et toutes les règles en place, pour moi, doivent être explicables. Si une règle n'est pas explicable, c'est-à-dire que, en fait, typiquement, j'ai un souvenir qui ressurgit du passé de Java 6, il y a fort longtemps, où il y avait certaines règles qui étaient écrites dans le marbre, qu'il ne fallait pas toucher, et dès que tu essayais de challenger, c'était on fait ça depuis toujours. Alors d'accord, mais pourquoi vous faites ça? Quelle est l'utilité? C'est comme ça. Donc première réponse. Top réponse, c'est comme ça. Voilà. Deuxième, je Ouais, sais plus, exactement. c'est un tel qui l'a mis en place il y a 5 ans, d'accord. Et troisième réponse, et là c'est surtout sur les abstractions de modèles, ils sont très très forts en Java, en langage objet, de faire des objets d'objets avec plein d'héritages. Non mais demain, si on change d'implémentation, mais mec, ton projet il a 15 ans. Il a 15 ans et tu nous complexifies la tête avec des règles à la con là. Bref. Voilà, c'est pour éviter tout ça. Voilà, c'est que les guidelines. Qu'est-ce que tu en penses des guidelines, toi, Denis? En vrai, c'est intéressant. Okay. Moi, la plupart des guidelines, j'essaye de les avoir en automatisé. On gagne tous du temps. Et puis, on a tous les mêmes règles. Parce qu'en fait, autrement, on peut les écrire. Et puis, n'importe qui décide de ne pas les lire ou de ne pas les appliquer, il peut le faire. Alors que si c'est automatisé, l'intake, ça remonte dans notre CI, etc., on sait quand quelqu'un s'écarte sciemment des guidelines. Alors ça peut être volontaire, et ça peut être notamment à une règle qui interdirait de faire des décalages de bits pour faire des opérations. Et en fait, là, on est sur un endroit qui est vraiment critique. On fera des décalages en mémoire parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et on l'a mesuré et on sait qu'on a besoin de ça pour notre application. Et là, en fait, on est capable de comprendre la règle et de la surpasser dans des cas où, en fait, on en a besoin. Moi, je trouve des fois que les guidelines, quand elles sont écrites comme ça, justement, et elles sont pas automatisées, ou pire, qu'elles sont pas automatisables, moi, je ressens ça un peu comme une prison, en fait. Je ressens ça comme... il y a quelqu'un qui a posé ça là. L'écrit, mine de rien, ça a une certaine inertie. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a quelque chose qui est écrit, je trouve que c'est assez dur. Je ne parle pas du code, je parle vraiment plus de texte, de documentation, de spec, etc. Une fois que c'est écrit, on va avoir beaucoup de réticence quand même à le faire changer ou à l'enlever. Ou à le mettre à jour. Ouais, c'est ça. Tout ce phénomène-là a pas mal d'inertie. Et donc, une fois que, comme tu disais, une fois qu'il y a une règle qui est en place, on ne sait plus pourquoi on l'a mis en place. Ou alors... c'est lui qui l'a mis en place il y a tant d'années, mais aujourd'hui, il n'est plus sur le projet ou il n'est même plus dans la société. Et de plus en plus, les projets où j'ai avec ESLint, ce que j'essaye de faire, alors c'est pas une bonne pratique, c'est pas... mais c'est moi ce que j'essaye de faire parce que je trouve que c'est important, c'est d'avoir la config ESLint recommandée. Et à chaque fois que je vais rajouter des règles, je vais mettre un commentaire à côté qui explique pourquoi on prend cette règle-là en plus de la règle recommandée. Ce qui fait que n'importe qui, après, qui vient lire cette configuration-là, il est capable de comprendre tous les choix qui ont été faits et il est capable aussi de les challenger. Depuis le début, on parle de coder de manière homogène, mais en fait, le plus important, c'est pas l'affect, c'est pas... mes préférences. Même si c'est dur des fois, l'objectif, c'est pas que tout le monde code comme moi, c'est que tout le monde code pareil. Et Prettier est en plein là-dedans. Prettier, c'est le formateur de code qui n'est pas parfait, mais on l'installe, c'est pareil chez tout le monde ou presque. C'est un fichier de config en gros, un fichier de config avec 10-15... paramètres qui vont changer, entre guillemets, qui vont pas non plus changer totalement ton code, mais mettre une virgule en plus à la fin d'un tableau. Ou le nombre de caractères par ligne. Ça, en vrai, par exemple, je comprends, parce qu'on n'est pas tous à la même enseigne en termes d'écran, en termes de périphérique. Des fois, on est sur un PC portable, des fois, on est au bureau avec un grand écran, etc. Donc ça, à la limite, ça peut se comprendre. Mais voilà. Après, l'idée, c'est on s'affranchit de tout le reste.
OK, le formatage est peut-être pas parfait à certains endroits, mais on n'y pense plus. Et encore une fois, ça, c'est un problème si on considère qu'au niveau de l'équipe, c'est un problème. J'ai déjà vu aussi des équipes où, en fait, le formatage, il est presque à la charge des développeurs. Donc, il y en a qui activent des trucs automatiques, d'autres qui le font à la main, etc. Mais au moment des relectures ou des choses comme ça, il n'y a personne qui vient se plaindre qu'une partie du formatage a changé, en fait. C'est pas grave, en fait. Donc, qu'est-ce que tu en penses du coup des PR et des remarques de PR quand on te dit au fait, ça, faut que tu le mettes à la ligne? Alors, ça dépend sur quoi. Rajouter des fois une ligne supplémentaire sur certains workflows, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'étapes qui vont ensemble, donc du coup, on va les mettre ligne après ligne, et puis après, on va faire un petit espacement pour vraiment faire une petite cassure au sein d'une même fonction, etc. Ça, j'aime bien. Mais après, au global, tu vois, hors contexte, etc., ce que tu me dis là, bah tiens, ça, faut le mettre à la ligne ou des choses comme ça. En fait, si on a un prettier ou quelque chose comme ça d'activer, pour moi, c'est... je m'en fiche. En fait, alors, je vais essayer de décliner de la manière la plus diplomatique possible, quoi. Ça a assez peu d'intérêt, mais au final, ça fait quand même pas mal d'années que ça m'arrive plus. Parce que je rebondis sur ce que tu disais, que certaines équipes font le choix sciemment de ne pas régler le problème de formatage. Mais le formatage, pour moi, c'était un premier pain, encore une fois, sur les projets, notamment à l'époque où Prettier n'existait pas et que certaines parties du projet utilisaient par exemple un IDE comme Eclipse qui formatait d'une certaine façon sur Windows et puis que tu utilises un autre éditeur de code, par exemple sur Linux. Parfois, tu vas avoir des problèmes de formatage dans les fichiers. Là, je parle plus de l'encodage dans les fichiers, la fameuse carriage return en bas du fichier. Ça peut arriver. Et Guide, des fois, il ne comprend pas tout ce qui se passe. Donc, tu as ça. Et derrière, donc, on fait le choix sciemment de ne pas régler le problème de formatage. Et combien de fois j'ai eu sur les PR, attention, mets ça à la ligne. Attention, faire des choses comme ça. Donc, pour moi, en fait, le fait de ne pas régler le problème de formatage en mode vous faites ce que vous voulez, doit aller de pair à t'as rien à me dire dans ces cas sur la paire, parce que derrière, c'est des choses qui sont finalement assez simples à résoudre. On prend aujourd'hui Prettier, on peut prendre n'importe quel outil qui va venir te régler ton formatage. Si on s'entend sur des règles que tout le monde doit appliquer et de façon, comme tu le disais, avoir des outils qui le font automatiquement, derrière, ça te règle un nombre de problèmes incalculables et de gains de temps sur les PR en mode tu n'auras jamais de retour là-dessus, excepté ce que tu disais, en exemple, le fait de rajouter une petite ligne pour séparer des traitements ou des choses comme ça. Je mets ça de côté parce que derrière, ça ne va pas rentrer forcément dans la règle de Prettier parce que c'est très contextuel en fonction du traitement. Là où Prettier va te mettre à la ligne parce que tu as dépassé le nombre de caractères, parce que, bref, il va formater ton code. Et bien justement, en fait, ça te fait gagner du temps parce que derrière, on ne va pas en parler dans l'APR. À la rigueur, si on va en parler, c'est tiens, on aimerait bien modifier un petit peu le formatage, il y a tel truc qui pourrait être mieux et ainsi de suite. Là, on en discute et on met d'accord tout le monde. Et pareil, comme tu disais, sur l'encodage de fin de ligne, etc. Ça, c'est pareil, ça pouvait toujours arriver et c'était vraiment douloureux. On le voyait pas hyper bien, en vrai. Identifier qu'on s'était planté à un endroit, c'était pas forcément facile. Et en plus de ça, à changer, c'était toujours une plaie. Et là, je le vois beaucoup moins comme un problème aujourd'hui parce que ça se présente quasiment plus. En vrai, même quand on travaille sur Windows, tout le monde est d'accord, c'est de l'UTF-8 partout, et même les IDE sont d'accord. Donc en fait, quand on ouvre tout, en général, c'est de l'UTF-8 partout. Donc c'est déjà plus pratique. Et en plus de ça, en fait, au moindre problème, le diff git, il nous dit que l'encodage a bougé. Et on le voit, les caractères ont vraiment changé sur le diff. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus clair à remarquer. Et en plus de ça, s'il faut rechanger d'encodage, moi, en tout cas, j'utilise VS Code. En fait, je change juste tout en bas à droite, dans ma barre de statut, il y a marqué l'encodage. Je clique dessus, je change l'encodage et terminé. En fait. Il y a 10 ans de ça, c'était pas la joie. Et même en plus, à cette époque-là, j'étais junior, je démarrais tout juste. Et c'était une vraie frustration, voire même ça a touché un peu au moral parce que on avait l'impression de faire des erreurs bêtes. Et en soi, c'est des erreurs bêtes, mais c'est des outils qui nous piègent en fait. Parce
qu'on a besoin tout le temps de se batailler avec l'encodage? Non. Est-ce qu'on a besoin tout le temps de se batailler avec les fichiers format Windows, format Linux? Non. Est-ce qu'on a besoin de se batailler avec Prettier pour avoir le bon retour à la ligne au bon endroit? Non. Enfin, je veux dire, c'est des problèmes qu'on ne devrait pas avoir, en fait. Pour moi, c'est des problèmes annexes. Et ces problèmes-là, c'est au démarrage du projet, il y en a un qui choisit de les régler et il prend 30 minutes pour le faire. Et puis après, c'est terminé, en fait. Pour en finir sur les guidelines, toujours la même situation. Tu arrives sur un projet, tu as des guidelines qui sont mises en place. Certaines choses ne te plaisent pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu en parles? Tu n'en parles pas? Quelles sont tes actions? Évidemment, quand tu es junior et que tu démarres, tu poses des questions pour savoir, mais tu es assez peu dans le challenge parce que tu comprends pas forcément tous les enjeux et tu es déjà content qu'il y ait des choses, en vrai. Plus tard, tu es dans une phase un peu plus foufou parce que tu découvres plein de trucs, tu comprends plein de choses aussi, et tu commences à aussi identifier des choses qui pourraient être mieux ou alors qui correspondent pas forcément à ce que tu as envie, etc. Donc là, tu as une phase qui est un peu plus critique. Et en fait, le petit nouveau qui arrive et qui veut tout péter, en fait, il n'a pas encore pris une petite claque de la vie, quoi. C'est-à-dire, tu as envie de changer plein de trucs, oui, mais tu vas quand même te faire avoir à un moment, tu vas quand même te prendre les pieds dans le tapis à un moment. Et au final, on peut changer toutes les règles que tu veux de codage, c'est pas ça qui va résoudre tes problèmes que tu as au niveau de ton projet, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce que du coup, j'arrive dans l'étape un peu après. Déjà, c'est une phase où on est un peu plus apaisé. Et en fait, moi, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi il y a des guidelines, pourquoi il y a des règles, pourquoi il y a des conventions. Je veux dire, évidemment, je sais pourquoi il y en a, mais pourquoi chaque règle existe? Est-ce que c'est le résultat d'un traumatisme passé? Oui. Est-ce que c'est du cargo culte? Donc, tu vois, tu parlais de devs qui sont pas forcément à jour et donc, du coup, en fait, ils reprennent les configurations d'un projet à un autre, etc. Est-ce que c'est des préférences d'une personne qui a des opinions assez fortes sur certaines questions? Est-ce que c'est des préférences plutôt partagées? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des méconnaissances sur des choses ou une certaine forme d'obsolescence? Voilà, donc ça, c'est déjà une première étape. Mais pour résumer, en fait, pour moi, le plus important, c'est de rester humble, prendre du recul. Et puis même aussi, des fois, c'est l'occasion de se poser des questions sur nos recommandations, nos guidelines qu'on avait gardées dans nos calepins, etc. Est-ce que c'est vraiment des choses importantes ou alors est-ce que c'est des préférences personnelles? Et au final, est-ce que c'est grave si tout le projet ne tourne pas à notre façon? En vrai, pas tellement. Donc voilà. Comment on fait? On laisse couler, en vrai. Moi, en tant que nouveau lead dev, j'ai trouvé important de pouvoir mettre en place quelques guidelines écrites en complément de l'outil ESLint, parce que j'avais l'impression en fait qu'il y avait une sorte de cargo culte au niveau des features et de la façon dont ça avait été réalisé. Donc je me suis dit, on va essayer de résumer les règles issues de cette tradition orale, on va les écrire et on va confirmer tous ensemble que c'est toujours OK. Et puis maintenant, le fait que les règles soient en quelque sorte, quelque part, trouvables, elles deviennent du coup consultables et c'est surtout challengeables. Pour challenger des règles ou en ajouter, en fait, c'est très simple pour le process. On déclenche une réunion et on essaie tous de trouver un consensus. Alors peut-être que ça peut paraître lourd à mettre en place, mais en fait, on y gagne quelque chose d'assez important, c'est l'adhésion des devs aux pratiques et aux règles du projet. Parce qu'en fait, on se sent concerné. Derrière, on va se mettre à coder d'une certaine façon, en respectant ces règles et permettant, par exemple, de changer de feature, de changer de projet, sans grande difficulté concernant un changement de contexte, à comprendre par exemple l'arborescence ou son nom variable. Comment c'est fait sur ce projet? C'est tout bête, mais plus tu as l'habitude, plus tu iras vite et moins tu seras frustré.
Il y a aussi 2 choses à prendre en compte. Si tu es instigateur des guidelines, il ne faut pas non plus te prendre pour une diva. C'est pas parce que tu as proposé des choses que tu as la vérité absolue. Et il faut bien évidemment accepter les critiques constructives, mais réfuter tous les arguments fallacieux ou à dette émotionnelle. Je prends un exemple très simple. Si une personne arrive et te dit « ta guideline, c'est de la merde », Ouais, le dialogue est tendu, ouais. Déjà, carton rouge sur la façon de s'exprimer. Et on peut comprendre qu'il y a 2 cas de figure souvent. Soit c'est un junior futur diva, soit c'est quelqu'un qui est frustré par son passé. Elle veut montrer ce qu'elle sait faire par peur, souvent de ne pas être écoutée, en voulant être clivant à outrance, quoi. Ouais, en vrai, c'est exactement ça. Hein. Mais du coup, moi, je me posais une question. Tu parlais de tout ça et des guidelines, par exemple, que tu as mis en place. Comment ça se passe au niveau mentoring, accompagnement, etc. Comment tu diffuses ces guidelines? Parce que si c'est toi qui les as mis en place, il y a aussi après une étape un peu de prosélytisme. Hein. Tu es là pour prêcher pour ta paroisse et donc faire en sorte que les guidelines soient compris. Alors il ne s'agit pas, comme tu disais, de les appliquer bêtement et de les faire appliquer bêtement et puis taisez-vous et coder comme ça, mais c'est plutôt comment tu t'insuffles dans l'équipe justement les guidelines et comment tu fais passer le message sur ce sujet-là. Okay. Alors en plusieurs points. Premier point déjà, de faire comprendre que si on code un peu tous de la même façon et qu'on a la même façon d'articuler son code, on gagne tous du temps et on n'aura pas de frustration. Deuxièmement, le plus dur finalement, s'il n'y avait rien et que c'est que de la tradition orale, ça va être de mettre la première brique, c'est-à-dire d'écrire un petit peu ces traditions orales et de faire un point avec l'ensemble des devs concernés pour qu'on soit tous d'accord, sous forme tout simplement d'un tour de table. Hein. On arrive, on va voilà, règle 1, règle 2. Ça peut être long en fonction de tes règles, mais moi je suis plus en mode on va écrire surtout les règles globales, qui peuvent s'appliquer un peu partout de façon générique un peu sur le projet. Et troisièmement, pour le mentoring et l'accompagnement, donc là j'ai parlé juste de la mise en place et que tous les devs qui sont là vont être au courant, on a fait une réunion, on est au courant, et on pourrait faire des réunions, je sais pas, peut-être mensuelles, bimensuelles, à voir en fonction de la complexité des règles qui sont à ajouter ou à modifier. Donc pour pouvoir justement toujours avoir cette tradition de est-ce que c'est OK, est-ce que tout va bien, est-ce qu'on améliore, est-ce qu'on diminue, quels sont les pains, est-ce qu'on peut en rajouter, qu'est-ce qu'on peut faire. Finalement, c'est plus que façon de coder homogène, hein, c'est plus en mode est-ce que le projet va dans le bon sens, est-ce qu'il y a des nouveaux paradigmes à implémenter. Hop, on va faire une petite blague sur React. Est-ce que la nouvelle mode de cette année, on doit l'implémenter ou pas? Voilà, fin de la parenthèse de la blague. On a déjà les guidelines qui sont prêtes, qui sont là. La personne, il faut au mieux l'onboarder sur le projet, que ce soit une personne qui arrive sur le projet et qui reste, que ce soit une personne qui vient faire une pige sur le projet. Ça peut arriver que quelqu'un qui est expert ou qui est en prêt, entre guillemets en prêt, souvent c'est les mercatos quand on fait des sprints ou des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui est prêté dans une équipe sur 1, 2, 3 sprints, un trimestre, on ne sait pas trop. On va essayer de l'onboarder de la même qualité que quelqu'un qui rejoint définitivement ton équipe. Et donc là, il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on appelle les fameux one-to-one avec lui pour déjà lui présenter un petit peu l'aspect du produit, l'architecture du logiciel, comment on code, comment on fait les PR, enfin les trucs très très simples qui va lui permettre lui derrière de débunker un peu qu'est-ce que j'ai pas osé faire ça en PR ou j'ai pas osé te déranger pour faire tel truc. Et derrière, on est conscient que ces premières heures qu'on va passer avec lui, il n'aura pas tout imprimé, donc il faut lui envoyer les bons liens, les bonnes choses, et derrière lui dire écoute, moi je reste là à ta dispo pour pouvoir t'aider ensuite. Tu as déjà un accompagnement de base, donc derrière c'est aussi à la personne de se prendre en main pour revenir vers toi. Si tu vois que la personne ne revient pas vers toi et qu'elle fait n'importe quoi, là va falloir quand même aller la voir et dire on a fait déjà l'effort de t'onboarder, qu'est-ce qui va pas, quoi, tu vois, pourquoi ça marche pas. Souvent ceux qui font des piges ou qui sont là en mercato, c'est rarement des juniors, c'est plus des confirmés ou des seniors, donc des personnes qui ont déjà un peu de bouteille, qui ont déjà un peu de réflexe sur les codes, et même si ils font des projets avec le même framework ou le même langage, ont sûrement des façons différentes de coder, mais si tu les onboardes et que tu leur dis voilà, sur le projet, voici, c'est comme ça qu'on fait, et qu'ils ont des points de repère, pareil, ça va être assez simple pour eux d'aller voir et de pouvoir coder, quoi, tout simplement. T'as été traumatisé par des divas, j'ai l'impression. Oui. J'ai pourtant des personnes qui au demeurant étaient sympathiques, sauf qu'on parlait de code, quoi.
quand on parle de code, là, sont un peu moins sympathiques et elles ont les œillères. Leur code, leur façon de coder, ce langage, c'est le meilleur du monde. Toi, ce que tu fais, c'est de la merde. Et puis voilà. Alors après, moi, j'étais peut-être plus jeune. J'étais plus confirmé enfin, j'étais moins confirmé qu'aujourd'hui. J'avais moins de bouteilles. Donc peut-être que je prenais trop à cœur ce que je faisais. Hein. Et moi, mon mantra aujourd'hui, c'est le code que tu produis n'est plus à toi. C'est-à-dire que tu n'es pas ton code, en gros. Ce que tu produis n'est pas toi. Donc du coup, même si c'est compliqué de se détacher de ce que tu as créé, quand on critique le code, on ne critique pas toi. Si derrière, la critique, elle est faite en mode « je critique ta façon de coder et pas le code », ça veut dire que c'est la personne en face qui ne sait pas parler. Un autre problème aussi qui peut arriver quand on travaille dans notre logiciel dans la vie de tous les jours, c'est que on a des mises à jour. Et en vrai, sur les logiciels JS, on a souvent des mises à jour. Voilà, si vous faites de l'Angular, vous avez une version tous les 6 mois. Si vous faites du React, vous les avez tous les je ne sais plus combien de temps. Si vous faites du Vue, vous avez aussi des mises à jour. Et vous avez des nouvelles features. Et en vrai, quand on parle de coder de manière homogène, les nouvelles features, c'est une épine dans le pied en vrai. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais on se dit qu'on veut coder de manière homogène, qu'on veut avoir des pratiques qui sont plutôt harmonisées. Et en fait, on a cette nouvelle feature. Là, on est un peu coincé parce que si on l'utilise, du coup, c'est plus homogène avec le reste. C'est-à-dire qu'on avait une ancienne méthode avant pour résoudre ce problème-là et maintenant, on utilise la nouvelle feature. Mais en même temps, on ne va pas migrer tout le reste. Comment on fait dans ce cas-là ? Alors, on ne peut pas s'empêcher de tester les nouveautés, surtout si on a la possibilité de mettre à jour tout de suite notre lib. Hein. On ne va pas parler que de la sécurité, mais ça nous offre aussi parfois des mises à jour sous le capot qui permettent aussi de gagner dans performance. Il va falloir faire cohabiter, je pense, en partie. Alors là, je vais exprimer pleinement mon avis. Je te redonne la parole sur le sujet juste après, Denis. Typiquement, votre code, on ne va pas parler de ce que c'est qu'un code legacy. Pour moi, dès que vous avez fini votre ligne de code et que vous l'avez commité, ça devient du legacy, hein, parce qu'il y a un historique. Donc, par défaut, pour moi, c'est du legacy. Vous avez naturellement du code qui est vieux, parfois de plusieurs années, avec des anciennes façons de coder. Et il va falloir, je pense, vous réfréner dans cette envie de tout migrer. Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, si quelque chose fonctionne, il n'y a pas de raison de le faire migrer, à part s'il y a vraiment un game changer dans votre application. Ouais, ou un blocage sécurité. Exactement. Ou des choses comme ça, je pense. De sécurité ou autre qui vraiment est nécessaire. C'est associé souvent au problème de mode. Alors tout à l'heure, je me moquais un petit peu de React, hein, mais chaque année, React avait souvent une nouvelle façon de faire parce qu'aujourd'hui, il faut faire comme ça. Après, Denis, je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça. Ouais, en vrai ça, pour moi, ça soulève un vrai questionnement. Si on a une appli avec une base de code qui commence à être vraiment volumineuse, on parlait de React. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de réécrire des composants qui fonctionnent, qui sont en class component, et de les réécrire en fonction parce que c'est dans les nouvelles versions de React et que c'est mieux avec des hooks? Moi, tu vois, je me pose vraiment la question là-dessus. Et peut-être sur des petites codebases, on peut l'envisager. Mais après, sinon, en fait, si le composant, on ne le manipule pas spécialement, on n'a pas de modification à faire, peut-être le laisser comme ça, en fait. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais si vous utilisez NGRX, donc la solution basée sur Redux, qui est une solution de state management qu'on utilise avec Angular assez fréquemment. On est passé d'un fonctionnement qui était très basé sur RxJS, et puis il y a les signaux qui sont arrivés entre-temps, et donc maintenant, les component store, par exemple, on peut les avoir avec des signaux. Et en vrai, est-ce que ça vaut le coup de basculer tous nos component store existants de RxJS à signaux ? Pas forcément. Est-ce qu'on gagne de la perf ? Je pense pas. Est-ce que c'est plus simple ? Peut-être, mais pas de beaucoup. Et en même temps, si on change tout, on introduit aussi des risques de régression. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est, pour moi, qui est important, c'est que l'ancienne méthode, elle n'est pas deprecated. Les stores avec du RxJS, ils ne sont pas deprecated. Les class components en React, ils ne sont pas deprecated. Et donc, du coup, si on n'a pas de problème de sécurité, si on n'a pas de problème de perf,
si on ne va pas simplifier grandement l'implémentation, on a surtout des coûts et très peu de bénéfices au final. Et pourquoi migrer du coup? Pourquoi migrer, c'est ça. Et puis voilà, on a un temps pour le dev, il faut mettre à jour les tests, il faut jouer les tests, etc. Et surtout, avoir une bonne communication. La façon de coder homogène, c'est surtout, avant tout, de bien communiquer et d'être d'accord sur ce qu'il faut faire. On aura toujours du legacy sur un projet. Donc là, c'est un très bon exemple que tu as donné. Si on commence à implémenter des nouvelles façons de faire, ça va cohabiter avec des anciennes façons de faire. Et donc ton code ne sera pas homogène à l'instant T. Mais on va tendre vers une homogénéité par de la communication. Ou pas, en fait. Alors, oui, on va... La communication, elle est importante, mais je pense qu'il faut aussi choisir certains combats et abandonner d'autres combats. C'est-à-dire que à certains moments, on va avoir un caractère hétérogène momentané, mais on va mettre en place une roadmap pour dire on doit faire ça pour migrer tout au fur et à mesure, et à la fin, une fois qu'on aura tout migré, on sera de retour dans les cordes. Et aussi sur certaines autres choses, comme je le disais, des class components qui fonctionnent très bien sur des features qu'on ne touche pas parce que on a une base de code qui est assez conséquente et on a des features beaucoup plus importantes à faire pour nos utilisateurs. Évidemment qu'on va laisser ces class components, on va les laisser tranquilles parce qu'ils font le job en fait. Et plus ça va, en fait, plus je m'intéresse vraiment à la notion de coût versus bénéfice. Et les bénéfices, pour moi, des fois, ils s'arrêtent un peu trop à on se fait plaisir, quoi. Niveau dev, on utilise la dernière feature, quoi. Et je pense qu'on a mieux à faire la plupart du temps et qu'on devrait motiver justement certains changements un peu plus, quoi. Et du coup, en conclusion, la première chose que je peux vous conseiller, c'est déjà pour coder de façon homogène, c'est de comprendre pourquoi il faut coder de façon homogène, et ensuite de savoir comment on peut le faire. La première chose, pour résumer, communiquer. C'est très important de communiquer dans les équipes. Alors si vous êtes tout seul sur votre projet, pas de souci, mais pensez à la transmission derrière. Votre code, il va être repris un jour, donc laissez des traces, écrivez pourquoi vous avez fait certains choix. Si vous êtes en équipe, communiquez. Regardez les outils qui peuvent vous aider, que ce soit des plugins ou des choses comme ESLint et Prettier. Et n'hésitez pas à challenger ce qui arrive sur le marché. Comme tu disais, Denis, tout à l'heure, Biome.js. Et toi, Denis, en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Difficilement plus de choses. J'insisterai vraiment sur la partie communication. Parce qu'en vrai, quand on se parle, la plupart du temps, on se rend compte qu'on a tous envie de bien faire. Et si on n'a pas envie de faire de la même manière, c'est parce que soit on ne connaît pas la méthode du copain, soit on ne connaît pas certains vécus du copain, soit on a nos préférences à nous, etc. Et en vrai, on a tous à gagner à être plus transparent en fait, sur ces questions-là. Il y a aussi un élément qui est important qu'on a évoqué un tout petit peu dans le podcast, mais il y a un temps pour parler des règles, il y a un temps pour les appliquer. C'est pas au moment des relectures qu'il faut râler sur les règles en cours. Par contre, on peut se noter à chaque fois dans les relectures qu'on a des irritants. Et puis après, à la fin d'un sprint ou de quelque chose comme ça, on peut justement relever tous ces irritants en disant, en échangeant collectivement. Et ça permet de ne pas discuter sans cesse des règles en fait. De l'humain, mais bon, ça, je pense qu'on découvre pas grand-chose. Eh bien, c'est tout pour ce 22e épisode. Il est assez long par rapport à ce qu'on faisait dernièrement. Vous le retrouvez bien sûr, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de podcast, excepté Google Podcast qui a totalement disparu. Vous inquiétez pas, on est sur le coup. Normalement, on devrait réapparaître sur YouTube Music. Voilà, c'est là où maintenant les podcasts de Google vont aller. On l'espère. On l'espère. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.